Et si je te disais que tout ce que tu désires est plus proche que tu ne l'imagines? Tu n'as pas besoin de chance, ni de signes de l'univers, ni de quelqu'un pour te dire quoi faire. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'apprendre à faire ce que faisaient les stoïciens, mettre l'accent sur toi-même et non sur les autres. Les stoïciens vivaient ainsi. Ils ne désiraient pas à partir du manque, mais à partir de la force. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient pourquoi ils le voulaient, et ils transformaient chaque désir en action simple, claire et constante. C'est pour cette raison que leurs enseignements continuent de transformer des vies encore aujourd'hui. Si, à un moment de ta vie, tu as ressenti que tu voulais plus, que quelque part en toi existe une version encore endormie, qui ne s'est pas totalement révélée, alors cette vidéo est pour toi. Tu vas découvrir 10 secrets stoïciens capables de changer ta manière de penser, d'agir et de conquérir ta vie. C'est le moment de réveiller ce qui existe déjà en toi. C'est le moment de créer de l'espace pour de nouvelles possibilités et de reconnaître, avec honnêteté, que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Avant de commencer, écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis d'avancer ». Cette phrase marque le début de ton changement. Commençons. Numéro 1. Ne demande pas. Fais que cela arrive. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. L'appel qui ne vient pas. L'opportunité qui reste toujours presque. La relation qui ne change pas. Le moment parfait qui semble n'exister que dans ton imagination. Et plus tu attends, plus la vie te glisse entre les doigts. Plus grandit cette sensation d'être spectateur de ta propre existence. C'est la vérité. Il y a des moments où tu crois qu'il te manque peut-être un peu de chance, un signe, un coup de pouce de l'univers. Mais voici la vérité que les stoïciens connaissaient et que beaucoup préfèrent éviter d'affronter. La vie ne répond pas à l'attente, elle répond au mouvement. C'est pour cela que Marc Aurèle commençait chaque matin par une seule question, simple et puissante, « Qu'est-ce qui est à ma portée aujourd'hui ?» Il ne cherchait pas des miracles. Il cherchait l'action. Pense à cela comme à une porte. La porte de ton avenir ne s'ouvre pas quand tu frappes. Elle s'ouvre quand tu pousses. Attendre, c'est rester debout de l'autre côté, regarder la poignée, imaginer ce que serait le fait de passer, sans jamais tourner la main. Et peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive. Tu veux changer de domaine, atteindre quelque chose de plus grand, créer ton propre projet. Mais tu attends le signe parfait, le jour idéal, l'état d'esprit idéal, l'argent idéal, la sécurité idéale. Ce jour n'existe pas. Il n'existe pas de « quand je serai prêt ». Être prêt est une décision, pas une condition. La neuroscience l'explique clairement, le cerveau interprète l'attente comme une économie d'énergie, et l'action comme une intention de survie. C'est pour cela que lorsque tu agis même avec la peur, même sans confiance, ton cerveau libère de la concentration, de la clarté et des ressources internes que tu n'imaginais même pas posséder. Voilà pourquoi tout change quand tu commences, pas quand tu réfléchis. Imagine maintenant la scène, tu veux changer ta vie, mais tu continues seulement à penser, à parler, à visualiser. C'est comme tenir une pelle dans les mains et attendre que le trou se creuse tout seul. Tu regardes la terre, tu imagines la profondeur, tu organises tout mentalement, mais tu ne plantes jamais l'outil dans le sol. La terre ne bouge pas parce que tu le souhaites. Elle bouge parce que tu creuses. Et il en va de même pour ta vie. Quand tu arrêtes de demander et que tu commences à provoquer un message envoyé, un appel passé, une compétence étudiée, une décision assumée, tout autour de toi commence aussi à bouger. L'univers ne répond pas aux demandes. Il répond à la cohérence. Quand tes actions parlent le même langage que tes rêves. Sénèque écrivait, « La chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. » La majorité des gens lisent cette phrase et pensent à l'opportunité. Les stoïciens la lisaient et pensaient à la préparation. La vérité est simple, tu es le miracle que tu attends. Et aujourd'hui, pour te le prouver, la pratique est directe. Choisis une chose que tu repousses depuis des semaines et fais-la aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras en sécurité. Aujourd'hui, envoie le message. Inscris-toi. Étudie pendant 20 minutes. Commence le projet. Ce geste n'est pas petit. C'est l'élan qui fait tourner la poignée. C'est la porte que tu n'arrivais pas à franchir. Si tu es prêt à arrêter d'attendre et à commencer à construire, écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je pousse la porte ». Parce que lorsque tu fais le premier pas, la vie répond non pas avec des promesses, mais avec des résultats. Numéro 2. Désir avec direction, pas avec anxiété. Il existe 2 types de désirs. Le désir qui te met en mouvement, et le désir qui te fait te perdre. As-tu déjà remarqué qu'il t'arrive de vouloir tellement de choses en même temps que tu as l'impression de courir, le cœur battant, sans même savoir où tu vas? Tu te réveilles avec l'envie de grandir, mais tu te couches avec le sentiment de n'avoir fait aucun pas réel. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de direction. Les stoïciens avaient compris cela bien avant le monde moderne, bien avant l'anxiété, la comparaison et l'excès de stimulation. Épictète disait que le problème n'est pas de désirer,
mais de ne pas savoir pourquoi l'on désire. Et c'est exactement ce qui piège tant de personnes aujourd'hui. Imagine une voiture avec l'accélérateur enfoncé à fond, mais sans volant. La puissance est là. La vitesse est là. Le mouvement est là. Mais pas la direction. Et lorsqu'il n'y a pas de direction, toute l'énergie se transforme en malheur, en épuisement. C'est ce type de désir que tu dois lâcher. Le désir qui naît de la comparaison, de la peur, de l'urgence de prouver quelque chose, de la sensation d'être en retard sur les autres. La neuroscience l'explique simplement. Lorsque tu désires quelque chose par anxiété, ton cerveau active le circuit de la menace, pas celui de la clarté. Ton corps interprète alors tes rêves comme un danger, et non comme un chemin. C'est pour cela que tu ressens de l'urgence, de l'agitation, de la confusion, et aucune paix. Mais lorsque le désir naît d'un véritable objectif, lorsque tu comprends la raison profonde, le cerveau active la concentration, le filtrage et la constance. Tu ne tournes plus en rond. Tu avances. Pour rendre cela encore plus clair, imagine cette scène. Tu décides que tu veux gagner plus d'argent. Alors tu travailles sans relâche, tu te sacrifies, tu te mets la pression, tu t'épuises. Et quand tu finis par obtenir quelque chose, un vide demeure en toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué. C'est parce que tu visais la mauvaise cible. Ce que tu voulais réellement, ce n'était pas l'argent. C'était la tranquillité, la liberté, la sécurité. Mais comme tu n'as jamais nommé cela clairement, tu as poursuivi le symbole au lieu du sens. Et lorsque tu cours après le mauvais symbole, tout désir se transforme en anxiété. Les stoïciens étaient d'une honnêteté radicale à ce sujet. Désirer tout, c'est ne rien désirer. L'âme ne s'épanouit pas dans la vitesse. Elle s'épanouit dans la direction. C'est pour cela que tant de personnes vivent épuisées. Ce n'est pas un excès de tâches, c'est un excès de désir mal aligné. Sénèque disait, « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Si tu veux la paix, tu dois d'abord savoir ce qui compte réellement. Si tu veux la force, tu dois d'abord savoir ce qui te motive profondément. Si tu veux le succès, tu dois d'abord comprendre ce que tu cherches vraiment, et non ce que le monde t'a convaincu de chercher. Demande-toi, qu'est-ce que je désire parce que je le veux réellement? Et qu'est-ce que je désire parce que je suis poussé par la comparaison, l'anxiété ou la précipitation? Choisis un seul désir. Un seul. Et pose-toi 3 fois la question, pourquoi est-ce que je veux cela? Si la réponse t'apporte du calme, de la clarté et une direction, alors c'est le bon chemin. Si elle t'apporte de l'urgence, de la peur ou le besoin de prouver quelque chose, ce n'est pas ton désir, c'est simplement de l'anxiété déguisée. Lorsque tu désires avec intention, tout ce que tu cherches commence à se rapprocher de toi. Non pas parce que tu cours après, mais parce que, enfin, tu sais où tu vas. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de désirer avec direction. Car le bon désir n'accélère pas ton cœur. Il aligne ta vie. Numéro 3. Tiens parole envers toi-même. La majorité des gens n'échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils se laissent convaincre par des excuses intelligentes. L'excuse arrive toujours, avec des arguments parfaitement raisonnables, je suis fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Je commence lundi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et le plus dangereux, c'est que ces phrases paraissent sensées, presque prudentes. Mais en réalité, ce ne sont que des manières sophistiquées de repousser ta vie à demain. Les stoïciens savaient que la plus grande bataille n'est pas contre le monde. Elle est contre cette voix intérieure qui cherche à te garder confortable, au chaud, immobile. Épictète le disait avec une clarté tranchante, personne n'est libre tant qu'il reste esclave de lui-même. Pour comprendre cela, utilisons une métaphore qui montre ce qui se passe réellement en toi. Imagine un lion dressé. Il a la force de renverser n'importe quel obstacle, mais il reste immobile parce qu'il a grandi en croyant que la laisse est plus forte que lui. Tes excuses fonctionnent de la même manière. Elles sont une laisse psychologique. Elles ne te retiennent pas parce qu'elles sont puissantes, elles te retiennent parce que tu y crois. La neuroscience confirme cela. Lorsque tu choisis le confort immédiat, le cerveau active le système de récompense rapide. Dopamine instantanée, soulagement immédiat, aucun progrès réel. Mais lorsque tu choisis la discipline, le cerveau active le système de récompense différée, le même circuit neuronal que celui des grandes conquêtes. Le courage, la clarté, la concentration profonde. C'est précisément pour cette raison que les personnes disciplinées semblent avoir de la chance. Leur cerveau a été entraîné à résister au court terme pour construire le long terme. Maintenant, réfléchis avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu promis de te lever plus tôt? Combien de fois as-tu dit que tu ferais du sport aujourd'hui? Combien de fois as-tu promis d'étudier, d'économiser, de te concentrer, sans tenir parole? Pas parce que tu en étais incapable, mais parce qu'au moment critique, tu as laissé ton excuse gagner par abandon. Les stoïciens comprenaient une vérité brutale. Le moment parfait n'existe pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour agir. La motivation est instable.
La discipline est une identité. Et la discipline, ce n'est pas se réveiller avec envie. C'est se réveiller en agissant. Regarde ta vie aujourd'hui. Choisis une seule action que tu repousses depuis longtemps, et termine-la. Peu importe comment tu te sens. Pas parce que c'est facile. Pas parce que tu es inspiré. Mais parce que c'est ce que font les personnes disciplinées. Décide d'abord. Ressens ensuite. Cet acte est un message envoyé à l'univers, mais surtout à toi-même, je fais ce que je dis. Et une personne qui tient parole envers elle-même change complètement le cours de sa propre histoire. Numéro 4. Visualise, mais garde les pieds sur terre. Rêver est beau, nécessaire et puissant. Mais il existe un danger silencieux qui piège de nombreuses personnes pendant des années. Elles confondent la visualisation avec le progrès. Elles imaginent le changement, mais ne déplacent rien dans la réalité. Les stoïciens le savaient. Ils n'avaient rien contre le fait de rêver. Le problème n'était pas l'imagination, c'était l'absence de mouvement. Imagine une scène simple. Tu as une graine dans la main. Tu la regardes. Tu imagines l'arbre grandir. Tu visualises l'ombre, les fruits, les racines profondes. Mais tu ne mets pas la graine en terre. Tu ne l'arroses pas. Tu n'en prends pas soin. Tu ne fais pas ce petit effort inconfortable qui transforme le rêve en existence. Le résultat ? Rien ne se passe. Et c'est exactement ce que beaucoup font avec leurs projets, leurs entreprises, leurs rêves, leurs relations, leur carrière. Ils rêvent beaucoup, mais ils s'aiment peu. Lorsque tu visualises un objectif, ton cerveau active les zones liées à la motivation et à l'intention. Mais s'il n'y a aucune action dans les 48 heures qui suivent, le cerveau comprend que ce n'était qu'une imagination, et il réduit fortement l'énergie initiale. C'est pour cela que tu te sens inspiré aujourd'hui et vide demain. Le rêve n'est pas le problème. L'erreur, c'est de le laisser flotter sans ancrage dans le monde réel. Pense à quelqu'un qui veut créer une entreprise. Il visualise la liberté. Il imagine les clients. Il construit un scénario idéal. Mais il ne passe aucun appel. Il ne teste rien. Il ne parle à personne. Il ne crée pas le premier produit. Le rêve devient alors un joli tableau accroché au mur de l'esprit, mais il ne devient jamais la vie. C'est pour cela que les stoïciens défendaient une visualisation fonctionnelle, et non fantaisiste. Visualise pour t'orienter, mais agis pour construire. Marc Aurèle disait, cesse de rêver au futur, commence à agir maintenant. Il visualisait le chemin, mais il faisait le pas dès aujourd'hui. La vérité est simple, le rêve est la carte, mais l'action est le sol. Et tu as besoin des deux. Quand tu visualises sans agir, tu crées de la frustration. Quand tu agis sans visualiser, tu crées de la confusion. Mais lorsque tu unis les deux, clarté et mouvement, tout commence à prendre forme. Fais le premier pas, même s'il te semble trop petit. C'est ce geste qui sépare celui qui rêve de celui qui construit. Si cela a résonné en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je sème ma graine. Parce que les rêves fleurissent, mais seulement lorsque les pieds touchent la terre. Numéro 5. Lâche le résultat, mais ne lâche jamais l'effort. Il existe une liberté silencieuse que peu de personnes connaissent. La liberté de faire de son mieux, sans devenir prisonnier de ce qui échappe à ton contrôle. La majorité des gens vivent en fonction du résultat. Quand tout se passe bien, ils célèbrent. Quand cela se passe mal, ils s'effondrent. Mais c'est le chemin le plus rapide vers une vie instable, anxieuse, et toujours dépendante de la validation extérieure. Les stoïciens avaient une autre vision, plus ferme, plus mature et infiniment plus puissante. Tu contrôles l'action, jamais le dénouement. Pour rendre cela clair, laisse-moi te raconter une histoire réelle, peu connue, mais qui illustre parfaitement la force de ce principe, l'histoire de Angela Duckworth et de sa défaite devenue victoire. Avant de devenir l'une des chercheuses les plus influentes au monde sur la discipline et la persévérance, elle tenta d'intégrer la prestigieuse Académie militaire de West Point. Pendant des mois, elle étudia intensément. Elle se levait avant l'aube. Elle entraînait son esprit et son corps. Elle fit absolument tout ce qui était en son pouvoir. Le jour de la sélection finale, elle fut rejetée. Elle avait tout donné, l'effort, la préparation, la discipline. Et pourtant, le résultat n'est pas venu. À ce moment-là, beaucoup auraient abandonné, convaincus que ce refus annulait tout leur travail. Mais Angela fit quelque chose de profondément stoïcien. Elle ne mesura pas sa valeur au résultat. Elle la mesura au courage de l'effort. Et cette mentalité changea sa vie. Au lieu de se définir par l'échec, elle décida d'étudier précisément ce qui l'avait rejeté. Pourquoi certaines personnes persistent alors que d'autres abandonnent. Des années plus tard, ces recherches donnèrent naissance au concept mondialement connu de GRI, cette combinaison de discipline et de persévérance devenue une référence en psychologie, en performance et en réussite. Si elle s'était accrochée au résultat, son histoire se serait arrêtée devant cette porte fermée. Mais parce qu'elle s'est accrochée à l'effort, elle a ouvert des portes qu'aucun résultat immédiat n'aurait pu lui offrir. Les stoïciens appelaient cela une victoire intérieure.
quand tu gagnes par la personne que tu deviens, et non par ce que tu obtiens. Marc Aurèle disait, l'effort t'appartient entièrement. Le résultat, lui, ne t'a jamais appartenu. Combien de fois as-tu fait tout ce qu'il fallait, et pourtant la vie n'a pas répondu comme tu l'espérais? Et combien de fois cela t'a-t-il poussé à douter de toi, à croire que tu n'étais pas à la hauteur? Si tu as donné le meilleur de toi-même, tu as déjà gagné. Si tu as agi avec courage, tu as déjà grandi. Si tu ne t'es pas trahi, tu as déjà avancé. Accroche-toi à l'effort, car personne ne peut te l'enlever. Lâche le résultat, car il n'a jamais été entre tes mains. Le résultat ne définit pas ta valeur. Il définit seulement ton prochain pas. Choisis une situation dans laquelle tu te punis encore à cause du résultat, et change la question. Au lieu de demander « Est-ce que tout va bien se passer ?», demande-toi « Ai-je fait ce qui était à ma portée ?» Si la réponse est oui, alors respire, fais confiance et avance. Car lorsque tu lâches le résultat et que tu honores l'effort, plus rien ne peut te paralyser. Si ces mots ont résonné en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'honore mon effort ». Parce que le résultat est incertain, mais ta force est garantie dès l'instant où tu choisis de continuer. Numéro 6. Apprends à transformer la frustration en force. Apprends à transformer la frustration en force. La frustration arrive de manière silencieuse. Elle s'installe quand quelque chose que tu attendais n'arrive pas, quand quelqu'un te déçoit, quand un rêve s'effondre avant même d'avoir commencé. Pendant quelques instants, tu as l'impression que tout, à l'intérieur de toi, se rétracte. Mais les stoïciens avaient une lecture totalement différente de la frustration. Pour eux, la frustration n'était pas un signe de faiblesse, c'était un point de bascule, l'instant précis où tu décides si tu vas te briser ou grandir. La frustration est comme une fissure. Elle apparaît quand quelque chose, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, exerce une pression plus forte que prévu. La fissure fait mal, bien sûr, mais elle révèle aussi l'endroit exact où tu dois te renforcer. C'est ainsi que fonctionnent les grandes constructions. Un ingénieur n'ignore pas la fissure, il améliore la structure. Le stoïcien fait la même chose, mais avec l'âme. Marc Aurèle disait, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Autrement dit, ce qui te blesse peut devenir exactement ce qui te fortifie. Pense à un moment de ta vie où quelque chose s'est terminé trop tôt, une relation, un projet, un plan. Au début, la douleur prend le dessus, la poitrine se serre, l'esprit demande pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Puis, avec le temps, quand tu respires profondément et que tu essuies tes larmes, tu réalises quelque chose que tu ne voyais pas avant. La frustration t'a montré précisément ce que tu tolérais trop, ce que tu ignorais trop, ce que tu cachais trop. La frustration est un miroir. Elle t'oblige à regarder ce que tu ne voulais pas voir, à affronter ce que tu évitais. Peut-être t'es-tu trop tu, peut-être as-tu trop attendu, peut-être as-tu donné plus que tu ne recevais. Peut-être as-tu remis ta vie entre les mains de quelqu'un ou d'une situation. Et quand tout cela se brise, la douleur apparaît, mais avec elle vient une lucidité capable de te transformer. La frustration te dit, ici, tu dois te retrouver. Ici, tu dois te choisir. Ici, tu dois te renforcer. Quand tu comprends cela, quelque chose de puissant se produit. La frustration cesse d'être un poids et devient un carburant. Utilise-la comme point de départ, pas comme un lieu où rester. Pense à une frustration récente et demande-toi, avec une honnêteté totale, que cherche à m'enseigner cette douleur? Plus de fermeté? Plus de respect de moi-même? Plus de limites? Plus de courage? Plus de vérité envers moi-même? Lorsque tu réponds à cette question, la frustration cesse de t'écraser et commence à te propulser. Car l'obstacle n'est pas la fin, il est la porte vers ta prochaine version. Numéro 7. Entoure-toi de calme, pas de bruit. Nous vivons dans un monde qui transforme la moindre seconde de vie en vacarme. Notifications, opinions, comparaisons, urgences, précipitations. Des gens qui parlent trop, exigent trop, pressent trop. Et au milieu de ce tourbillon, tu essaies d'entendre ta propre voix, mais elle se retrouve ensevelie. Les stoïciens avaient compris quelque chose que la plupart ont oublié. L'esprit ne révèle la vérité que lorsque le monde se tait. Imagine un lac. Quand le vent souffle fort, l'eau s'agite, la surface se trouble, et tu ne peux rien voir au fond. C'est exactement l'état de ton esprit quand tu es entouré de bruit, tout est confus, accéléré, opaque. Mais lorsque le vent s'arrête, lorsque le lac s'apaise, l'eau devient un miroir. Tu vois le fond. Tu vois ce qui était caché. C'est pour cela que le calme n'est pas un luxe. C'est un outil de clarté. Et parfois, ce qui manque n'est ni la force, ni la motivation, ni le courage. Ce qui manque, c'est le silence. Marc Aurèle disait, l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Si tu t'entoures de chaos, ton âme absorbe le chaos. Si tu t'entoures de calme, ton âme apprend à rester entière. Et le bruit n'est pas toujours à l'extérieur. Il est aussi à l'intérieur. Des souvenirs qui te réclament,
des comparaisons qui te font te sentir inférieur, des dialogues internes qui t'amènent à douter. Voilà pourquoi tu te sens fatigué même sans rien faire. Tu n'es pas épuisé de vivre, tu es épuisé de penser sans arrêt. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il crée un espace intérieur où le monde ne peut pas commander. Un espace où les émotions ralentissent, où l'esprit respire, où la vérité apparaît. Et voici un détail que presque personne ne comprend, le calme, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir sans se noyer. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est la maîtrise du mouvement. Pour retrouver ce calme, tu n'as pas besoin de disparaître, ni de voyager, ni de faire une retraite. Tu as seulement besoin d'un geste simple et radical, réduire le bruit. Ce n'est ni de la froideur ni de l'éloignement. C'est de la responsabilité émotionnelle. Pas 1 heure. Pas même longtemps. Juste 5 minutes. Éteins tout, tous les sons, tous les écrans, toutes les distractions. Assieds-toi avec toi-même. Respire. Observe. Écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Et demande-toi, de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui? Tu seras surpris. Ce que tu désires commence à se rapprocher, non pas par magie, mais parce que tu parviens enfin à voir le chemin. Si cela a résonné en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis le calme. Car celui qui maîtrise le silence maîtrise sa propre vie. Numéro 8. Sois patient avec le processus, mais exigeant avec toi-même. Il existe une paradoxe qui transforme des vies. La bonne patience construit, la mauvaise détruit. La plupart des gens font exactement l'inverse sans s'en rendre compte. Ils sont impatients avec le processus, mais patients avec leurs propres excuses. Ils exigent des résultats rapides, tout en tolérant leurs retards intérieurs. Ils veulent un changement immédiat, mais acceptent les vieilles habitudes qui freinent leur vie, jour après jour. Les stoïciens inversaient cette logique, et c'est pour cela qu'ils remportaient des batailles intérieures que presque personne ne pouvait gagner. Imagine un pont en construction au-dessus d'une rivière. De l'extérieur, on a l'impression que rien ne change. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et tout ce que tu vois, ce sont quelques piliers qui s'élèvent lentement. Mais sous la surface, au fond de l'eau, un travail silencieux, solide et précis est en train de se faire. C'est lui qui soutiendra tout ce qui viendra ensuite. L'impatience de celui qui observe n'accélère pas l'ouvrage. La discipline de celui qui construit, elle, détermine le résultat. Il en va de même pour ta vie. Le processus est lent, profond, souvent invisible. Mais toi, et toi seul, tu dois agir avec urgence sur la personne que tu choisis d'être chaque jour. Marc Aurèle disait, n'attends pas que la vie te donne du temps. Deviens digne du temps que tu as déjà. Autrement dit, sois patient avec le temps et le rythme de la vie, mais sois impitoyable avec les petites trahisons que tu commets envers toi-même, la promesse que tu repousses, l'habitude que tu remets à plus tard, le changement que tu sais nécessaire, la limite que tu n'as jamais posée, le rêve que tu repousses toujours. Toutes ces petites concessions ressemblent à des fuites minuscules dans un barrage. Au début, elles sont invisibles, mais à la longue, elles vident ton avenir. La patience n'est pas attendre sans agir. C'est agir sans abandonner. Les stoïciens comprenaient que tout grand résultat repose sur 3 piliers. Un objectif clair, une action quotidienne, et une patience mûre, non émotionnelle, mais stratégique. Tu ne sais jamais quel pas va tout débloquer. Cela peut être quelque chose de très simple, envoyer un message, demander de l'aide, étudier 20 minutes, pratiquer une nouvelle habitude. Et soudain, après des semaines de silence, la vie répond. Ainsi fonctionnent les processus, ils grandissent dans le silence et éclatent d'un coup. La pratique stoïcienne du jour est la suivante. Choisis une chose pour laquelle tu as été trop indulgent avec toi-même, et change-la aujourd'hui. En parallèle, choisis une chose pour laquelle tu as été impatient avec la vie, et accorde-lui le bon temps, le bon espace. Celui qui comprend cette dualité maîtrise son propre chemin, impatient pour agir, patient pour récolter. C'est cet équilibre qui transforme, une vitesse intérieure alliée à une grande sérénité face au monde. Numéro 9. Agis comme la personne que tu veux devenir. Il existe une erreur silencieuse qui piège des millions de personnes. Elles attendent que la vie change pour changer leur comportement. Elles attendent d'avoir plus de temps pour être disciplinées, plus d'argent pour être responsables, plus de sécurité pour agir. Mais les stoïciens ont découvert un principe radicalement différent. Tu ne deviens pas quelqu'un d'abord, tu agis d'abord, et c'est l'action qui façonne la personne que tu deviens. Pense à un acteur qui joue un rôle pendant des mois. Il finit par adopter les gestes du personnage, même hors de la scène. Pourquoi? Parce que le corps apprend en faisant, l'esprit apprend en faisant, et l'identité naît de l'action. C'est exactement ainsi que tu transformes ta vie, non pas en attendant de te sentir prêt, mais en te comportant comme quelqu'un qui a déjà décidé. Sénèque disait, si tu veux être meilleur, agis comme si tu l'étais déjà. Tu veux être discipliné? Commence aujourd'hui par une seule habitude, même minuscule. La discipline ne précède pas la routine, elle naît de la routine. Tu veux être confiant?
Prends aujourd'hui une décision sans chercher l'approbation, même si cela fait peur. La confiance ne vient pas avant le courage, elle naît du courage. Tu veux réussir? Agis avec sérieux envers tes rêves, même si personne n'y croit encore. Le succès ne précède pas la posture, il en est le fruit. Voici ce que presque personne ne comprend, tu ne deviens pas soudainement la personne que tu désires être. Tu grandis jusqu'à elle, pas à pas, comme un pont construit pierre après pierre. Tu polis ton identité dans la manière dont tu te parles, dont tu réagis face aux difficultés, dont tu agis même sans applaudissements, dont tu te choisis dans les jours difficiles. C'est cette constance silencieuse qui crée ta prochaine version. Et lorsque tu changes à l'intérieur, le monde n'a d'autre choix que de répondre. Choisis un domaine de ta vie et demande-toi, comment agirait aujourd'hui la personne que je veux être demain? Puis fais exactement cela, même si c'est petit, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Car l'identité ne naît pas de ce que tu promets, mais de ce que tu pratiques. Numéro 10. Deviens un aimant pour ce que tu désires. Il existe un autre piège silencieux qui vole des années de vie. Quand cela arrivera, quand je gagnerai plus, quand j'aurai le temps, quand tout ira mieux. Ce raisonnement remet ta vie entre les mains de circonstances que tu ne contrôles pas. Les stoïciens avaient une vision bien plus puissante. Tu n'attends pas que le monde change, tu changes d'abord, et le monde répond. Pense à un feu de camp. Le bois sec s'embrase, le bois humide s'éteint. Le bois représente ton état intérieur, la flamme représente les opportunités. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es capable de soutenir intérieurement. Sénèque disait aussi qu'aucune vie ne fleurit sans racines solides. Ce que tu désires existe bien à l'extérieur, mais cela ne s'approche que de ceux qui ont construit la base intérieure nécessaire pour le recevoir. Car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Quand tu t'alignes intérieurement, le monde s'aligne extérieurement. C'est ainsi que tu deviens un aimant, non pas en attendant que le futur te choisisse, mais en choisissant chaque jour qui tu es. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure durable.